Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24, à la une de l'actualité. Une vague de limogeage qui secoue la classe politique au Sénégal. 3 hauts fonctionnaires de l'État ont été limogés pour avoir abordé des sujets houleux, comme celui d'un 3e mandat pour le président Macky Sall. En République démocratique du Congo, les autorités font face à une nouvelle problématique héritée des différentes guerres civiles qui ont secoué le pays durant une dizaine d'années, le trafic d'armes légères. Et enfin, une hausse de la croissance en Afrique subsaharienne, après avoir connu un recul à 3,2% en 2019. La croissance de cette région compte décoller jusqu'à 3,6% pour l'année 2020, selon le FMI. Un climat tendu au sein de la classe politique sénégalaise. 3 hauts fonctionnaires de l'État ont été limogés pour avoir évoqué des sujets liés à l'affaire Karim Wade et à un éventuel 3e mandat pour le président Macky Sall. Selon l'exécutif sénégalais, ces 3 fonctionnaires n'avaient pas le droit d'aborder de tels sujets. Cette vague de limogeage divise donc le pouvoir. Les précisions d'Ange Bijou-Nomenio. Le limogeage de 3 hauts fonctionnaires de l'État crée la polémique au Sénégal. Le ministère de la Justice a décidé lundi 21 octobre 2019 de se passer de Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka, 2 hauts fonctionnaires limogés pour avoir pris au nom de l'État du Sénégal des engagements devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour réhabiliter Karim Wade. Le président Macky Sall, il est à l'entame d'un 2e mandat qui clôt en fait ses mandats. Parce que la Constitution est très claire. Il s'est engagé dans le travail, il appelle les Sénégalais au travail et des voix se permettent de divertir le président sur son agenda. Quiconque serait à sa place prendrait des mesures dans ce sens-là. Directeur des Sénégalais de l'extérieur jusqu'au 21 octobre 2019, Sory Kaba a lui été remercié par décret présidentiel. Pour cause, en assurant que Macky Sall ne briguerait pas un 3e mandat, évoquant les dispositions de la Constitution qui les limitent à 2, Sory Kaba s'est attiré les foudres de l'exécutif. Une éviction qui renforce les doutes dans les rangs de l'opposition sur la question d'un 3e mandat. S'il s'agit du dernier mandat, pourquoi aurait-il été limogé? Évidemment, ça crée un doute. Est-ce qu'en réalité, on ne serait pas en train de penser à un 3e mandat? Je veux croire qu'on appliquera le droit. En 2012, ça a été compliqué d'avoir un 3e mandat et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des étudiants qui sont morts. Depuis sa réélection, le président Macky Sall a fermement invité ses alliés politiques à ne pas s'exprimer sur sa succession. Pour ce qui est de l'affaire Karim Wade, aucune suite officielle n'a été donnée, même après la rencontre avec le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Les manifestations en Guinée contre un 3e mandat du président Alpha Condé ont poussé la Commission électorale nationale indépendante à reporter à nouveau les législatives prévues pour décembre 2019. Le dialogue sur les questions d'organisation du scrutin législatif entamé en avril 2019 n'a toujours pas abouti à un consensus. La CENI justifie ce report à travers des soucis technique. Un sujet de Victoria Sedji. Prévues pour le 28 décembre 2019, les législatives en Guinée sont reportées. Aucune date n'a pour l'heure été fixée alors que le scrutin devait se tenir depuis 2018 entre septembre et octobre. L'inappropriation de la date initiale a largement été défendue par les membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et celle-ci évoque des raisons techniques. Nous sommes en train de nous battre pour que le fichier soit entièrement actualisé, que la base de données soit mise à niveau et que chaque Guinéen soit représenté dans la base de données de façon unitaire. Dans les rangs de l'opposition, on juge ce changement inopportun. Mal accepté, il est d'ailleurs perçu comme une trahison pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des plus tenaces partis d'opposition. Le secrétariat du parti juge qu'Amadou Salif Kébé, président de la CENI, n'a plus sa place à la tête de l'institution. Maître Salif Kébé n'est plus légitime aujourd'hui d'engager la responsabilité de l'institution parce qu'il a voulu créer un bras de
de faire au sein de l'institution en donnant une date de manière unilatérale au regard de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il est du droit et du devoir même des commissaires issus de l'opposition de remettre en cause aujourd'hui la légitimité de Maître Salif Kébé à diriger l'institution. Dans le pays, le climat politique reste très tendu. Mardi 22 octobre, le tribunal de Conakry a prononcé une peine allant de 6 mois à 1 an de prison ferme contre les instigateurs des manifestations contre le projet de révision constitutionnelle ayant causé courant octobre la mort d'au moins 9 personnes. Après les différentes guerres civiles que la République démocratique du Congo a connues de 1990 à 2000, le pays fait face à une nouvelle problématique, la circulation incontrôlée et illégale d'un nombre important d'armes légères et de petits calibres. Un fléau contre lequel les autorités concernées ont décidé de la création d'une commission chargée de collecter ces armes illégales sur tout le territoire. Un sujet de Nathalie Mo. Limiter la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres, c'est la mission de la commission nouvellement créée en République du Congo. Les autorités congolaises veulent ainsi combattre le crime et autres violences résultant de la circulation illicite des armes dans le pays. Dans un contexte volatile où l'insécurité est de plus en plus croissante, les groupes armés circulent et font la loi dans beaucoup d'espaces territoriaux. Donc cette décision est une décision simplement qui tombe de sens. De 1990 à 2000, le Congo a connu des guerres civiles à répétition qui ont favorisé la prolifération des armes dans le pays. Des actions comme celle du ramassage de 8000 armes dans la région du Poul entre 2016 et 2017, quoique saluées par le gouvernement, s'avèrent insuffisantes. En effet, le trafic transfrontalier des armes reste un défi. Il faut d'abord régler les questions de dissensions politiques internes au Congo. La deuxième mesure importante, c'est la coopération. Aucune décision interne n'aura une efficacité optimale s'il n'y a pas de coopération avec les États avec lesquels ce pays partage les frontières. La République du Congo est déterminée à stopper la prolifération des armes et même leur usage d'ici 2020, conformément à une feuille de route de l'Union africaine. Un engagement matérialisé par la signature de plusieurs traités internationaux, notamment la Convention de Kinshasa du 30 avril 2010 sur le contrôle des armes légères. Une croissance économique en hausse en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, une révision de la croissance économique dans cette région du continent a été effectuée. Une baisse des révisions annoncée en avril 2019 de 0,3 points. Néanmoins, en 2020, la croissance en Afrique subsaharienne sera de 3,6%, soit une hausse de 0,4 points. Les précisions de Philomentine. La croissance en Afrique subsaharienne devrait s'établir à 3,6% contre 3,7% estimé auparavant selon le Fonds monétaire international. Ces prévisions revues à la baisse s'estiment également à 3,2% en 2019 contre les 3,7% avancés en avril. Ces performances seraient portées par 20 pays d'Afrique subsaharienne qui pourraient enregistrer une croissance supérieure à 5%. Le premier problème, c'est le problème de la dette. Les dettes deviennent de plus en plus importantes et elles risquent de ne plus être supportables par certains pays. Et puis il y a un problème de structure des économies. On se rend compte que les pays qui sont pauvres en matières premières, ce sont les pays qui réussissent le mieux. Et les pays qui sont riches en matières premières, dans le pétrole, sont les pays qui marchent le moins bien. La croissance en Afrique subsaharienne et a fortiori en Afrique de l'Ouest serait plus élevée que celle enregistrée au plan mondial selon le FMI. La croissance dans des pays comme l'Éthiopie devrait atteindre en 2019 7,4% et 7,2% en 2020, la Côte d'Ivoire 7,5%, le Sénégal 6% et le Nigeria 2,3% et 2,5% respectivement. Bon, il y a certains poids lourds du continent africain qui connaissent des problèmes de stabilité. La croissance de l'Afrique est véritablement tributaire de nombreuses choses et par des raisons endogènes et par des raisons exogènes.
Toutefois, la Banque mondiale estime que les risques intérieurs en particulier restent élevés. En outre, des considérations de politique intérieure pourraient remettre en cause les réformes économiques et peser sur les perspectives de nombreux pays. Le groupe OCP vient de rejoindre le World Business Council pour le développement durable, une association internationale qui regroupe plus de 200 multinationales qui agissent en faveur du développement durable. L'organisation voit en l'OCP un atout précieux pour ses projets de transformation du système alimentaire mondial. Les précisions de ce partenariat dans ce reportage de Neili Claude-Bessa. Le produit net bancaire dans l'espace IMOA a grimpé de 52% de 2010 à 2017 pour atteindre près de 3 milliards d'euros. Selon une étude d'experts, le produit net pourrait progresser de 5 milliards d'euros pour atteindre 8 milliards en 2025 et 16 milliards en 2050. Les questions d'inclusion financière et de taux de bancarisation qui restent assez faibles, relativement faibles, par rapport à tout le potentiel que représente la zone UEMOA. Donc aujourd'hui, les banques doivent investir énormément dans les nouvelles technologies. Avec 22 millions de consommateurs potentiels de services financiers, l'espace IMOA constitue un atout majeur pour les banques œuvrant dans la zone. Elles pourraient, selon le dit rapport, renchérir leurs actifs bancaires qui étaient de 53,3 milliards d'euros en 2017 pour les porter à 93,3 milliards d'euros d'ici 2025. Aujourd'hui, les banques doivent pouvoir s'adapter à ces évolutions de leur environnement. Aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile proposent des services de quasi-banque, soit par des alliances avec les opérateurs de téléphonie, comme le groupe NCA l'a fait avec Orange, soit en développant des services de banque digitale comme la Standard Chartered le réussit si bien en Côte d'Ivoire. Selon les études, le dynamisme de mobile money en Afrique de l'Ouest s'est traduit par l'ouverture de 104,5 millions de comptes de mobile en 2017 pour une valeur de transaction de 5,3 milliards de dollars. Le même rapport souligne qu'une pénétration de 10% du mobile money devrait générer des recettes fiscales à hauteur de 31,8 milliards de francs CFA en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire sera comptée parmi les pays à forte capacité touristique d'ici l'année 2025. Un développement du secteur touristique grâce au lancement d'une collecte de fonds qui vise à solliciter des bailleurs pour financer le secteur. D'un coût total estimé à 2500 milliards de francs CFA, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire s'articulera autour de 9 projets phares soutenus par 9 réformes ambitieuses. Un sujet d'Amenedji. La Côte d'Ivoire veut mobiliser environ 1700 milliards de francs CFA, soit 2,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement touristique 2018-2025 dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Il s'agit de booster à environ 8% d'ici 2025 la contribution au produit intérieur brut de l'écosystème touristique qui était de 6,25% en 2018 selon la Banque mondiale. La triple finalité de Sublime Côte d'Ivoire est de développer un moteur de croissance du produit intérieur brut, démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan et créer un réservoir d'emplois. Ce projet chiffré à 1700 milliards de francs CFA au départ est ressorti avec des promesses de financement de 2500 milliards de francs CFA à collecter auprès de futurs investisseurs. L'économie de la Côte d'Ivoire est depuis 2012 dans une dynamique de forte croissance avec des taux supérieurs à 7%. Donc, un investissement aussi massif dans le secteur du tourisme, d'après ce qui est dit, permettra de gagner un gain d'1 point de croissance supplémentaire, ce qui peut effectivement faire monter la croissance autour de 8%. Ce sera un effet levier supplémentaire, mais ce n'est pas essentiellement rien que le secteur du tourisme qui pourra tirer cette dynamique-là. Faire du tourisme le troisième pilier de l'économie ivoirienne en créant près de 375 000 emplois qualifiés et non qualifiés, avec en point de mire le positionnement de la destination ivoirienne dans le top 5 touristique africain et 5 millions de touristes étrangers, tel est l'objectif du gouvernement ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.